Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI qui est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au sommaire de cette édition de fin d'année, une nouvelle rubrique, Réflexion OVNI, où Éric Zurcher va vous parler de l'effet vitrine. Ensuite, dans la rubrique Culture OVNI, l'interview d'Elvio Fiorentini, ufologue et conférencier italien rencontré au cours du congrès de Torriglia en 2015. Ensuite, l'anecdote du reporter où Rémi Fauchereau, reporter du département de l'Yonne et ufologue de l'Association d'études des phénomènes aériens non identifiés, va vous parler de l'art et des ovnis dans son département. Suivi de l'actualité OVNI dans le monde de novembre à décembre 2017. Ensuite, dans le dossier de cette émission, un reportage sur le dernier souper ufologique du Garpan du 25 novembre 2017, avec des extraits de conférences et l'intervention de Jean-François Primeau, reporter du Québec et membre du Garpan. Et en dernière partie de ce Matin OVNI vraiment spécial, quelques vœux de Jean-François Primeau du Garpan, Carole Lozé de la page Zone Parallèle et HL de la web radio Surnaturrock pour l'ufologie en 2018. Pour cette nouvelle rubrique Réflexion ufologique, nous recevons aujourd'hui Éric Zurcher qui va vous parler de l'effet vitrine. Qui montre une certaine scène, c'est très ancien, hein, ça existe, il y en a plein par le monde. Le fameux cas de Tripoli en 1954, dont Vallée avait parlé, c'est exactement ça le témoin dans son chant, un Italien déjà à l'époque, à Tripoli en Libye. Il tombe sur cet objet avec un immense, qui ressemble un peu à l'objet de Valençol d'ailleurs. Il ressemble surtout à une lisette. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est lisette, ce qu'était lisette. C'était une petite voiture avec 3 roues qui ressemblait à un œuf. Et alors ça ressemble à une lisette, mais avec un immense cockpit, si tu veux, transparent, et tu as les entités dedans qui sont en train de s'activer, genre sur les tableaux de bord, tu vois, enfin le grand cinéma, quoi. Parce qu'il y a l'air d'avoir une panne, c'est à la fois un effet vitrine et le coup de la panne en même temps. Et le témoin veut toucher à un moment, et il touche, je crois, il prend un choc électrique, ce qui est arrivé très souvent aussi, parce que les témoins dans les années 40-50 jusqu'aux années 60 ont souvent touché. Tu as quelques cas dans tous les pays où le témoin a mis la main, et il a pris chaque fois un choc électrique. Alors des fois ils sont tombés en syncope, et des fois non, ils ont été un peu paralysés, ou des fois l'entité leur a fait un signe. Il y a eu le même cas en France un peu avant l'an 2000, là, qui m'avait beaucoup, je trouvais que c'était un des cas français les plus représentatifs, les plus sérieux. Cette femme qui a vu ça, elle n'a pas trop compris ce qu'elle a vu, mais je crois que le GEPAN a peut-être enquêté, donc on a un témoignage de première main, et elle a vu à peu près la même chose, hein. C'est pareil, mais l'objet, il arrive même que l'objet s'incline de façon à bien faire voir le spectacle au témoin. On est en plein dans l'effet vitrine, hein. Il y a eu un cas en Angleterre aussi, dans les années 70, pareil, la ménagère sort étendre son linge, comme Madame M à Roubagne, et elle se trouve face à cet objet qui arrive. Alors là, ça n'a pas une forme de cigare, c'est une forme de soucoupe classique, toujours pareil, avec le dôme, hein, et le dôme, enfin l'objet plonge comme ça, de façon à ce qu'elle puisse bien voir le spectacle. Ils sont deux dedans, pareil, il y en a un qui manipule, et l'autre semble lui parler, mais elle n'entend rien, et puis à un moment, elle court chercher son mari, l'objet s'en va. Alors ces cas existent dans toutes les parties du monde. Alors c'est chaque fois différent dans la forme, légèrement, mais la structure de fond est absolument identique, hein. C'est toujours pareil. Je viens me faire voir, je te montre, une fois que tu as bien vu, le cinéma est fait, je m'en vais. Voilà, c'est ce qu'on appelle un effet vitrine. Le cas dont je te parlais tout à l'heure, là aux États-Unis, de cet énorme tube qui se ramène à 20 mètres devant la voiture des témoins et qui devient transparent sur la moitié. Alors il n'y a rien dedans, il y a une espèce de pont, et il y a 3 êtres qui sont là, et qui regardent les témoins, et puis tout d'un coup, ils passent sous un tunnel, et l'objet est encore là, mais il commence à s'en aller, et puis il s'en va.
Oui, c'est-à-dire que, imagine un tube, il est coupé comme ça, donc à moitié. La moitié passe au milieu, c'est une sorte de mur, et le demi-tube, si tu veux, devant, sur toute la longueur, c'est devenu une vitrine, c'est transparent. Donc les êtres sont, comme c'est très grand, les êtres sont à un niveau, comme s'il y avait un pont, comme un vaisseau spatial, tu vois, et ils sont là, accoudés, pas accoudés, ils ont les mains sur une espèce de barre, et ils regardent les témoins. Il y a cet échange, ils fixent les témoins, ça dure un moment, et puis ça y est, c'est bon, le phénomène a joué sa partition, il va disparaître. Alors souvent c'est avec un festival pyrotechnique, des fois bon, il disparaît en s'en allant, on le perd de vue, des fois, voilà. Pour cette nouvelle édition de Culture OVNI Interview, nous avons rencontré en 2015, au cours d'un congrès ufologique en Italie, à Torriglia, Elvio Fiorentini, ufologue et conférencier. Bonsoir Elvio Fiorentini, merci de répondre à nos quelques questions. Depuis combien de temps vous vous intéressez à l'ufologie? Da quasi 40 anni. Ne ho 56, quindi ero proprio un bambino, un ragazzino. E quindi vedere un attimino, trattare con superficialità 60 anni di un fenomeno. Cambia infatti tutto quanto quando ufficialmente comincia l'era UFO, e prima era un fenomeno molto meno, diciamo, conosciuto, con l'avvento di Roswell nel luglio del 1947. Non parliamo di Roswell perché sappiamo tutti insomma, a grandi linee cosa successe, il modo col quale venne gestita inizialmente la vicenda e come subito ci fu una retromarcia da parte delle autorità per negare appunto quello che era successo. Ces journées sont-elles importantes à faire chaque année pour l'ufologie italienne? Sono importanti, queste giornate sono importanti, per noi spesso sono sacrifici perché significa spostarsi, per gli organizzatori sono ancora più sacrifici perché organizzazioni di questo tipo non sono per niente facili e richiedono un'abilità, una pazienza, una disponibilità veramente incredibili. Però secondo noi il contatto con la gente è importante perché noi portiamo le nostre opinioni, che non è detto che siano la verità assoluta, portiamo le nostre ricerche e allo stesso tempo dal pubblico impariamo tutti gli anni qualcosa di utile, di concreto che può aiutarci e ci permette di andare avanti. Allora andiamo avanti, qui vediamo che hanno condizionato anche l'arte, questi quadri che riproducono quadri famosi, queste stampe che riproducono quadri famosi vengono modificati e c'è gente che fa follie per avere appeso in casa ad esempio un quadro di quel tipo o il posacenere a forma di UFO o a forma di grigio. Alcuni quadri dei quali ad esempio in questo caso la Gioconda, l'urlo di Munch riportano degli alieni al posto dell'originale che era sicuramente più umano. Qui addirittura la creazione, Dio tenuto elevato dagli alieni, un po' blasfemo, comunque, vabbè. Addirittura i parcheggi, qui parcheggio Alien dove chiunque violi gli spazi verrà addotto addirittura, molto simpaticamente. Abbiamo diversi segnali, attenzione agli alieni in passaggio, cose di questo tipo, il pletro per la chitarra, gli anelli, i portachiave, le cover per i telefonini. Anche perché bisogna tenere presente che se domani scoprissimo che, cosa impossibile, il fenomeno UFO non esiste, sarebbe comunque un fenomeno importantissimo da studiare a livello mediatico, perché un fenomeno di questa portata, che pur non esistendo è all'attenzione costante del pubblico di tutto il mondo, di tutti gli abitanti della Terra da 60 anni, è sicuramente qualcosa di incredibile.
Nous remercions Elvio Fiorentini d'avoir répondu à nos questions. Je tiens à remercier également Eric Zurcher, ufologue et co-créateur du Centre de recherche ufologique niçois et co-auteur du livre OVNI et conscience pour la traduction. Je tiens également à signaler que vous retrouverez l'interview intégrale d'Elvio Fiorentini au cours d'un reportage sur le congrès ufologique de Torriglia de 2015 qui sera disponible début 2018 sur le compte ODH TV Archives. Alors Rémi, peux-tu nous dire ce que c'est cette chose? C'est une sculpture de, je ne sais plus son nom, un monsieur qui habite un château un petit peu plus loin et qui travaille l'inox, qui est sculpteur et qui travaille l'inox. Et cette statue, il l'a appelée l'OVNI, il l'a surnommée l'OVNI. Et il l'a déplacée parce qu'avant elle était sur la place là-bas, vers la place de la mairie, et elle est venue ici. Il est connu à travers l'Europe entière, même le monde entier, il expose un peu partout en Europe. Et là c'est une sculpture qu'il a fait il y a longtemps, qui était là-bas sur la place de la mairie, et qu'il a déplacée là, et qui s'intitulait là-bas, quand elle était place de la mairie, l'OVNI. Voilà, il y a le haut en forme de soucoupe volante. Et donc là il n'y a plus d'inscription. Il n'y a plus de petit présentoir avec l'inscription, donc on ne peut plus savoir, ou à moins qu'elle se trouve de l'autre côté, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait. Je ne comprends pas qu'il l'ait enlevé, parce que toutes ces sculptures sont dénommées, sont nommées plutôt. Voilà, c'est ça. Le haut en forme de soucoupe volante, et ça s'appelait le... Le sculpteur habite un petit château dans les environs, là. Il a une petite forge, tout ça, il travaille. Et d'ailleurs, ce monsieur était venu à mon émission que j'avais fait au Saint-Patrick à Bleury, sur OVNI soit qui m'a dit pense, l'émission de France 3 qui s'intitulait comme ça, la deuxième émission que j'ai faite sur France 3 à propos des OVNI dans Lyon. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité des observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au Canada, le 5 novembre, dans le Manitoba, observation d'un disque volant dans le ciel. Le 30 novembre, en Nouvelle-Écosse, observation pendant 20 minutes de lueurs étranges. Le 6 décembre, dans l'Alberta, Edmonton, observation d'objets volants non identifiés dans le ciel. Le 7 décembre, dans l'Alberta à Lacombe, observation d'un disque volant de couleur blanc. Au Mexique, le 13 novembre, à Ixtapaluca, observation de lueurs flashantes. En Colombie, le 25 novembre, à Medellín, observation d'un ovni en forme de rectangle, composé de 2 lueurs rouges. En Angleterre, le 15 novembre, à Mortimer, formation de boules de lumière dans le ciel. Le 16 novembre, à Camborne, observation de flash de couleur rouge. Aux Émirats Arabes Unis, le 1er décembre, observation de lueurs étranges. Au Japon, le 25 novembre, à Yokosuka, observation de lueurs bizarres accompagnées de disques translucides. Et en Australie, le 13 novembre, à Dysart, observation d'objets de forme ovale dans le ciel. Tu as fait une conférence, il me semble, le 25 novembre au souper ufologique du Guerpin. Ou d'ailleurs, le thème, c'était le phénomène OVNI est-il joueur, c'est ça? Je ne peux rien te cacher, mon cher. Tu as fait très bien tes devoirs. Oui, effectivement, au Guerpin, c'était, je crois, la dernière soirée de l'année au niveau des soupers ufologiques. Moi, ma conférence, par contre, c'était investiguer à la fine pointe de la technologie. On ne garde pas ça dans la glace normale. On va conserver ça avec de la glace sèche, mais l'échantillon, éventuellement, va être doublement pacté dans un sac, dans un autre sac, et ainsi de suite. Donc, on va juste le réfrigérer à moins 80, mais c'est sûr que c'est des cristaux. On évite, lors du prélèvement, d'avoir le plus d'humidité possible dans l'échantillon. Pour pas que ça dégrade c'est ce qu'il y a dedans. D'un coup, c'est extraterrestre, ça peut avoir peut-être
quelque chose que ça En fait, c'est pas une question de dire c'est-tu extraterrestre. On ne sait pas si c'est extraterrestre. Mais mettons que ça serait ça. Tantôt, on cherchait le modus operandi du phénomène. Donc, on veut savoir, dans le cas de Saint-Marie-de-Mont-Nord, quel effet que l'énergie que l'OVNI a dégagée, quel impact ça avait directement sur l'homme. Il fallait qu'on trouve la trace après 30 ans, donc on a quand même fait une triangulation du secteur. Parce qu'oubliez pas que c'est dur pour nous de travailler quand ça fait 50 ans que le cas s'est passé. Non seulement il faut qu'on trouve les témoins, mais il faut qu'on trouve le lieu exact où ça s'est passé. Donc, il y a un gros travail de recherche avant d'aller sur le terrain aussi. C'est super important. Par contre, Yann, il a fait une conférence justement sur ces ovnis farceurs de tours, joueurs de tours. Et il y a aussi des cas d'harcelage qu'ils appellent crash de rien de type 1, où les gens décrivent un avion, parfois en donnant des précisions, ou un hélicoptère, ou un UEM. Et il y a aussi des cas de dirigeables dans l'île de la Réunion. Alors les gens voient, disons, employons un terme plus vague, un avion qui est en difficulté, qui vote pas droit, qui fait des bruits bizarres, ou qui est en feu. Et ils voient cet avion s'écraser dans le lointain. Ils alertent les autorités, aussitôt des recherches sont entreprises, et on ne trouve rien. Et on s'aperçoit qu'aucun avion ne manque. Donc, Mathieu Leclerc qui avait aussi fait une conférence qui était beaucoup plus basée sur tout ce qui était spirituel, conscient, sur l'éther, sur comment qu'on interprète spirituellement ce phénomène-là ovni qui touche à des corps astrales, corps éthers et ainsi de suite. Une vraie expérience ou quelque chose qu'on pense qui peut-être... Ben, je les inclus, ces deux phénomènes-là. Okay. Le fait de penser qu'on est vraiment face à un phénomène ufologique ou quand on voit vraiment un phénomène ufologique. L'expérience vécue étant lui-même réelle, c'est ce choc-là qui finit par faire des ouvertures de conscience. OK, tout le monde, je commence avec des questions. Parce que là, les gens ont l'habitude de parler de ces phénomènes-là d'une façon visuelle, comme j'appelle ça le carton, parce que c'est un phénomène qu'on entend. C'est un phénomène qu'on peut voir les gens parler de certaines choses, donc de ce qu'ils vivent. Mais on ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a un contact ou quand il y a des gens qui sont contactés ou des gens qui sont différents. Je pose des questions, puis ça va peut-être allumer des petites choses, puis je veux que les gens lèvent la main. Si ils ont un lien ou quelque chose qu'ils connaissent. Est-ce que quelqu'un qui connaît l'histoire occulte du Québec? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'il y a des énergies telluriques planétaires? Téléportation. Star Trek. Qui sait ce que c'est que l'occulte? Présenter le cas. Qu'est-ce qui arrive quand une personne finalement subit ce choc-là de voir un extraterrestre ou lui dans ce cas-là c'était une secoupe volante, mais c'est parce que même lui il est conscient qu'il utilise le langage ufologique pour décrire qu'est-ce qu'il a vécu scientifiquement, parce qu'il est conscient que c'est pas vraiment une secoupe volante qu'est-ce qu'il a. Lui il dit avoir vu deux boules sur le côté, puis ça s'est rapproché d'une façon tellement proche que ça s'est peut-être même logé à côté de lui. Mais oui, effectivement, oui, on a eu une très belle soirée d'ailleurs, cette soirée-là. Elle était chez son père, à Jonquière, chez la famille, puis elle m'avait dit, parce que je suis très ouverte depuis, ça fait longtemps, je parle à mes enfants, moi, bref, c'est une histoire courte, on était très très ouverts, mais ça s'appelle la ses anciennes vies, fait que moi j'ai beaucoup aussi de choses dans ce côté-là, puis on était persuadés qu'on allait avoir des enfants ensemble, c'est ce qu'il y a eu, on a 2 enfants, une fille, qui cet été me dit qu'elle avait vu un petit être qui était foncé, courir très 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 vite d'un endroit à l'autre. Donc je suis ah oui, tu sais, puis j'ai essayé d'avoir plus de détails là-dessus, puis elle m'a expliqué qu'elle était de la maison, puis elle a vu
de l'intérieur, de l'extérieur. On a dit à son père, puis bref, c'est ça. On a vu un petit type gris, je crois. Là. On a fouillé sur Internet pour savoir quel il ressemblait. Puis on a dit, ah, peut-être lui, il ressemble plus. Puis je l'ai gesté. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir de la part de Yann un petit diplôme, comme quoi que j'avais fait du bon travail cette année. Alors, à vrai dire, j'aurais plein de bonnes annonces. On a une super bonne année qui s'en vient. Mais pour aujourd'hui, on va clore l'année 2017, qui était la 6e année du Garpent. Et puis chaque année, on remet un honneur, un certificat honorifique à une personne qui s'est distinguée au sein de notre équipe. Et puis cette année, ben, la personne, c'est Jean-François Primo qui nous a fait sa conférence. Alors, il mérite, après les autres qu'ils ont eu dans les années dernières, l'honneur de cette année pour surtout l'exercice RR2 qui est fait par lui-même, le fait que tu continues à développer la région de Montréal et puis que tu es toujours aussi passionné, aussi à l'écoute des témoins. On apprécie vraiment le travail que tu fais avec nous. Donc, j'ai tout de suite redonné ça au public parce que sans les gens qui nous suivent, sans les gens qui nous appellent pour nous donner des cas, ben, on n'existerait pas. Hein? Donc, il faut toujours penser en tant qu'enquêteur que si on a la chance de faire des enquêtes, c'est prime abord parce que les gens prennent le courage de nous appeler et de nous donner leur observation. Donc, à tous les gens, autant en France qu'au Québec, c'est à vous hein, qu'on doit ce merveilleux travail qu'on fait, parce que sans vous, on ne serait pas là. Le prochain événement du Garpent se déroulera le samedi 16 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 dans le cadre des formations du Garpent, atelier sur les humanoïdes RR3, introduction aux différentes typologies, scénarios et personnages des rencontres rapprochées du troisième type. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook du Garpent, Garpent Ufologie. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour la prochaine année à venir? En tant qu'investigateur de terrain, là, qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter de bon? Et moins d'emmerde, il y en aura toujours. Moins d'emmerdeurs et en même temps d'être écouté. Oui. D'être écouté et d'être compris surtout parce que quand même que j'apporterais 1000 preuves de quelque chose. Mais c'est que les gens comprennent que j'aimerais que les gens comprennent le travail acharné qu'on fait. J'aimerais que les gens voient que ça y est, on a une preuve à quelque part. Et c'est pas du trucage. J'aimerais que les gens fassent confiance aussi aux ufologues ou de toutes les sphères du paranormal. On comprend pas tout. Il faut être indulgent aussi envers nous parce qu'on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Mais j'aimerais que les gens en général aient une ouverture d'esprit aussi sur le phénomène et qui voient le travail qu'on peut mettre et les heures qu'on peut mettre là-dedans. C'est vrai. Qualité ou non, on y va avec le moyen du bord des fois. Quand il arrive la critique, j'en ai souvent de la critique. Puis tu filmes, puis c'est tout croche, tu bouges. Oui, mais c'est sûr, je vais bouger. Je suis énervé quand je vois quelque chose. Tu viens tout énervé, puis tu essaies de te cadrer, puis des fois, c'est problème technique de pied, tu n'as pas ton pied ou peu importe ton trépied. Mais faut être indulgent. Moi, je pense que cette année, ce que je souhaite, sincèrement, là, c'est que les médias nous redonnent un petit peu de place pour qu'on puisse expliquer aux gens comment que c'est complexe le phénomène ovni. Première des choses, ce que je nous souhaite d'ailleurs, c'est de continuer à travailler en équipe. Je le dis, je vais le réitérer, le Québec, on apprend à tout travailler ensemble, toutes associations confondues. Faut qu'on crée des liens avec les scientifiques. Comme là, je fais référence à UFO Science. N'ayez pas peur de donner puis de demander. Tu sais, un avis est mieux qu'un autre parfois. De dire, ben écoutez, on a une photo, on peut pas se l'expliquer, mais vous, est-ce que vous pourriez?
de s'aider aussi entre associations, créer des collaborations. On a une chance inouïe d'avoir une belle relation entre le Québec et la France. Ça va être encore plus vrai cette année. Pour mettre ça mondial, le phénomène est mondial, on a besoin de travailler ensemble si on veut se l'expliquer, puis de jamais oublier le témoin aussi là-dedans, c'est super important. Je pense, je le dis souvent, mais je pense que ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Je pense qu'il ne faut pas lâcher, je pense qu'on connaît les enjeux. Je pense que si tout le monde se tient ensemble, puis tout le monde met un petit peu d'eau dans notre vin, parce qu'il y a beaucoup d'ego, hein. Laissez l'ego de côté. On a besoin de travailler ensemble si on veut s'expliquer ce phénomène à un moment donné. Voilà. C'est vrai. Puis je pense moi, j'ai le goût de vous souhaiter de l'expansion dans votre travail, puis de la compréhension de la part des gens aussi. Parce que c'est facile de critiquer les autres. Mais si les autres comprendraient ce que vous faites comme travail, comme qu'on fait, je pense que les gens arrêteraient de rire de nous comme ça. Puis tu sais, il faut quand même pas l'oublier, hein, Gilles, il travaille énormément au niveau du montage vidéo. Ça implique de sortir sur le terrain, de faire des entrevues, d'aller chercher des témoins, et tout ça de sa poche. Donc, je pense que pour tous ceux qui écoutent ODH TV, comprenez ceci. On passe nos vies à vouloir expliquer un phénomène par amour. Si on le fait, c'est pour vous à la maison. Si on le fait parce qu'on est passionné, parce que peut-être que vous avez des questionnements. Donc, si je vais m'inclure aussi un peu là-dedans. Si ce ne serait pas des gens, des auditeurs, ODH n'existerait pas. Si les gens nous donneraient pas des signalements, les investigateurs, on n'existerait pas. Donc, un gros merci à vous, tous les auditeurs ou témoins qui nous écoutent. Grâce à vous que vous donnez la force de continuer à faire ce travail difficile, mais combien captivant. Tellement bien dit. Oh. Exact. Ouais. Toi, Achel, tu souhaites quoi? Je sais pas, je citerai peut-être Carl Sagan qui disait un phénomène extraordinaire, produit extraordinaire. Voilà. C'est bon, ça, j'aime ça. Pourquoi pas? Parfait. Et je tiens aussi à vous préciser que je vous prépare des reportages, mes amis, assez exceptionnel, qui va être super cool. Donc, je vais vous mettre sous peu. Donc, vous allez pouvoir avoir de nouvelles communications à partir du Québec bientôt. Voilà, c'est la fin de cette édition assez particulière de Matin OVNI dans le monde. Je tiens à remercier tous les intervenants de cette édition, mais également vous autres, ODH Note, auditeurs, et également les partenaires d'ODH TV pour tous les échanges, partages qu'il y a eu durant l'année 2017. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition de Matin OVNI dans le monde, c'est-à-dire en février 2018, et à très bientôt sur ODH TV.